J'ai empoisonné ma belle-mère avec son propre chocolat chaud, et en la regardant convulser sur le tapis perçant de notre salon parisien, j'ai ressenti pour la première fois une joie pure, viscérale, celle d'une vengeance qui n'attend pas la justice des hommes. Ce n'était pas un accident. C'était une sentence que j'exécutais de mes mains tremblantes, après des années de mensonges qui avaient rongé mon âme comme un acide lent. Et maintenant, alors que son corps se raidit dans les affres de la mort, je sais que ce geste me damnera pour l'éternité. Mais qu'importent les enfers quand on a goûté au paradis de la rétribution? Paris, cette ville des lumières qui cache tant d'ombres, m'a vu naître et me briser. J'étais Claire Duval, fille unique d'un père veuf trop tôt, un homme d'affaires prospère dont l'empire de parfums et d'eau de Cologne embaumait les rues du Marais. À 25 ans, j'avais hérité non seulement de sa fortune, mais aussi de ce poids invisible, la solitude d'une enfance orpheline de mère, comblée par des nounous froides et des précepteurs sévères. Mon père, Henri Duval, avait été mon roc, mon confesseur, jusqu'à ce qu'il rencontre Élisabeth, cette vipère aux yeux de velours, lors d'un gala à l'Opéra Garnier. Elle avait 38 ans, veuve elle-même, avec une fille aînée, Sophie, qui feignait l'innocence comme une nonne en prière. En un an, Élisabeth était devenue ma belle-mère, et notre maison de la rue des Francs-Bourgeois s'était transformée en un théâtre de masques. Les premiers mois, je les ai supportés avec une politesse forcée, typique de notre bourgeoisie parisienne. Élisabeth organisait des dîners somptueux, où les invités, avocats, galeristes, politiciens au sourire carnassier, sirotaient du Château Margaux en discutant de l'art abstrait ou des scandales du Quai des Orfèvres. Elle me complimentait sur mes études de littérature à la Sorbonne, mais ses yeux d'un bleu glacial comme la Seine en hiver, me scrutaient toujours, cherchant une faille. Sophie, sa fille, 22 ans, était l'opposé, frivole, rieuse, avec des robes Dior qui moulaient ses formes généreuses. Elle m'appelait Clairette d'une voix mielleuse, et je riais jaune, sentant déjà le piège se refermer. Mais la trahison s'est insinuée comme un parfum subtil, entêtant. Un soir d'automne, pluvieux et mélancolique, j'ai surpris mon père dans son bureau, penché sur des papiers qu'il cachait hâtivement. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé, le cœur battant. Il a rougi, bafouillé quelque chose sur des investissements hasardeux. Plus tard, en fouillant, oui, j'ai fouillé, car la curiosité est un péché français autant qu'un vice, j'ai découvert les lettres. Des lettres d'Élisabeth à un notaire véreux, détaillant un plan pour diluer mes parts dans l'entreprise familiale. Elle n'était pas veuve par accident. Son premier mari avait disparu dans un accident de yacht en Méditerranée, et les rumeurs, ces murmures que Paris adore, parlaient d'assurances et de dettes effacées. Mon père, aveuglé par son amour tardif, signait tout, y compris un testament préliminaire qui me reléguait à une rente modeste, pendant qu'Élisabeth et Sophie hériteraient du lion cher. J'ai pleuré cette nuit-là, seul dans ma chambre aux lambris dorés, le visage contre les draps de lin égyptien qui sentait encore le lavande de Provence. Pleurer, c'est ce que font les Français avant de se venger. C'est notre catharsis nationale, comme un opéra de Verdi avant le poignard. Mais le lendemain, j'ai souri à Élisabeth autour du petit déjeuner, et j'ai commencé à observer. Observer, c'est l'art de la survie à Paris. Voir les fissures dans le stuc, les regards qui s'évitent, les mains qui s'attardent un peu trop sur un verre de cognac. Les mois suivants ont été un lent empoisonnement psychologique. Élisabeth m'isolait subtilement, invitation annulée, par erreur, ragot glissé aux oreilles de mes amis de la fac, Claire et si, instable depuis la mort de sa mère. Sophie, complice muette, volait mes bijoux, les portait en public comme des trophées, et riait quand je protestais. « Oh, Clairette, tu es si possessive !» Mon père, de plus en plus faible, migraine inexpliquée, fatigue chronique, se raccrochait à Élisabeth comme à une bouée, ignorant mes avertissements. « Tu es jalouse, ma chérie. Laisse le temps faire son œuvre. » Le temps. Ce traître. Un hiver rigoureux a emporté mon père, une pneumonie foudroyante qui l'a cloué au lit en 2 jours. Le médecin, un vieil ami de la famille, a haussé les épaules. C'est l'âge Madame Duval. J'avais 26 ans, lui 70, mais je savais. Dans son dernier souffle, il m'a serré la main. Protège. L'héritage, Claire. Élisabeth, en noir impeccable, a pleuré des larmes de crocodile au cimetière du Père-Lachaise, sous les yeux des corbeaux et des tombes de Balzac. Le testament, lu dans le cabinet lambrissé d'un notaire du 8e arrondissement, m'a volé ce qui restait. L'entreprise familiale passait sous contrôle d'Élisabeth, pour la stabilité, avec moi en simple salarié. Sophie, déjà fiancée à un fils de banquier, minaudait à mes côtés. C'est là que la graine de la vengeance a germé. Pas une vengeance flamboyante, hollywoodienne. Non, une française, froide, calculée, comme un Balzac revisité par Hitchcock. J'ai feint l'effondrement, crise de larmes publiques, séjour en clinique privée à Neuilly, murmurant à qui voulait l'entendre que la mort de mon père m'avait brisé. Élisabeth triomphait,
organisant des fêtes dans notre hôtel particulier, où le champagne coulait comme la Marne en crue. Mais la nuit, dans l'ombre de ma chambre, je complotais. J'ai engagé un détective privé, un ancien flic de la PJ au regard de chien de chasse, pour creuser le passé d'Elisabeth. Les rapports arrivaient par email crypté. Son premier mari n'avait pas sombré par hasard. Des traces de somnifères dans l'eau du yacht, un alibi bancal fourni par Sophie, alors adolescente. Et plus, une liaison avec mon père avant la mort de ma mère, des lettres enflammées cachées dans un coffre à Genève. Le choc m'a fait vomir, littéralement, dans les toilettes en marbre de ma salle de bain. Ma mère, cette femme douce qui parfumait la maison de Jasmin, n'était pas morte d'un cancer foudroyant comme on me l'avait dit. Non, un suicide suspect, pilules avalées en pleine nuit, pendant qu'Elisabeth réconfortait mon père dans le salon. Le détective avait exhumé l'autopsie falsifiée, payée par une somme rondelette. J'étais une orpheline fabriquée, un pion sur l'échiquier de cette femme. Pourtant, je gardais mon masque. Au dîner, je servais le vin, riais aux blagues grasses de Sophie, complimentais les robes d'Elisabeth. Intérieurement, je bouillonnais. La revanche devait être parfaite, irréversible. J'ai étudié les poisons, pas dans des livres poussiéreux, mais sur le dark web, via un VPN helvétique, apprenant des chimistes italiens exilés comment distiller de l'arsenic pur, inodore une fois dilué. Mais l'occasion s'est présentée plutôt, plus intime, lors d'un Noël familial forcé. C'était une soirée glaciale de décembre, les guirlandes électriques clignotant sur les Champs-Élysées visibles depuis nos fenêtres. Elisabeth avait préparé du chocolat chaud, son spécialité provençale, avec de la cannelle et du piment pour masquer les arômes. Elle m'en a tendu une tasse, ses lèvres pincées en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Pour te réchauffer, Clairette. Tu as l'air si pâle. J'ai humé, un relent âcre, métallique, sous le voile épicé. Mon cœur a cogné. C'était ça, le moment. Sans un mot, j'ai échangé nos tasses d'un geste fluide, comme si je rectifiais une erreur de service. Elle a bu, goulûment, et nous avons continué à parler météo. Les convulsions ont commencé 20 minutes plus tard. Elle s'est pliée en deux sur le canapé Empire, gargouillant, les veines saillant comme des cordes. Sophie a hurlé, appelant les pompiers. J'ai composé le numéro, la voix calme, ma belle-mère. Elle étouffe. À l'hôpital Necker, les médecins ont parlé des intoxications alimentaires, mais le légiste, que j'ai graissé discrètement, a noté des traces d'arsenic accidentelles, sans doute un vieux flacon de pesticides dans la cuisine. Elisabeth a survécu, in extremis, dialysée pendant des jours, mais affaiblie, son corps marqué à jamais par des neuropathies qui la faisaient boiter. Sophie m'a accusé, en privé, dans le couloir aseptisé. « C'est toi, n'est-ce pas? Tu l'as tuée à petit feu. » J'ai ri, doucement. « Prouve-le, petite sœur. » Elle n'a rien pu. Mais ce n'était que le début. La vengeance, comme un bon Bordeaux, se déguste en millésimes. Elisabeth est sortie de l'hôpital un mois plus tard, une ombre d'elle-même, soutenue par Sophie et un déambulateur en aluminium qui jurait avec ses escarpins loup-boutins. Notre maison, autrefois un bastion de luxe ostentatoire, s'est muée en une prison dorée. Elle me haïssait en silence, ses regards comme des lames empoisonnées lors des repas. « Passe-moi le sel, Claire », disait-elle d'une voix rauque, et je souriais, sachant que chaque bouchée qu'elle avalait était une victoire minuscule. J'avais pris le contrôle de l'entreprise sous prétexte de stabilité familiale, engageant des comptables loyaux pour geler ses accès au fonds. Elle complotait, je le sentais, appel nocturne à son avocat, un renard roux nommé Laurent qui sentait le cigare cubain et la trahison. Sophie, elle, a viré de bord comme une girouette au Vendée. La veille de l'incident du chocolat, elle m'avait supplié de l'aider à financer son mariage extravagant à Deauville. Juste un prêt, Clairette, pour le traiteur et les fleurs. J'avais refusé, poliment, et vu la fureur dans ses yeux. Après, elle est devenue ma confidente forcée, me glissant des ragots sur sa mère. Elle dit que tu es une psychopathe, tu sais, qu'elle va te ruiner. Je hochai la tête, encourageante, raconte-moi tout. Ainsi, j'apprenais leur plan, un procès pour négligence criminelle, des preuves fabriquées sur mon instabilité mentale. Mais Sophie, ambitieuse, flirtait avec l'idée de me trahir sa mère pour une part du gâteau. Et si on s'alliait, toi et moi, maman est finie. J'ai joué le jeu, lui promettant la lune, une villa en Toscane, un compte offshore à Monaco. Intérieurement, je la cataloguais, une traîtresse en herbe, prête à vendre sa génitrice pour un sac Hermès. Paris, en ces jours de printemps précoce, bruissait de scandales. L'affaire Cahuzac encore fraîche dans les mémoires, rappelant que la corruption est notre sport national. J'ai utilisé cela, contactant un journaliste du Canard enchaîné via un intermédiaire anonyme, lâchant des miettes sur le passé d'Elisabeth. Bientôt,
des articles sibyllins paraissaient, la veuve noire du Marais, coïncidence mortelle. Elle paniquait, buvant du gin à midi, ses mains tremblantes versant des gouttes sur la nappe en dentelle. Le twist est venu d'un allié inattendu, mon oncle maternel, Philippe, un ancien diplomate légué à Marseille après un divorce houleux. Il avait toujours soupçonné le « suicide » de ma mère, et mes confidences l'ont mobilisé. J'ai des contacts au palais de justice, m'a-t-il dit au téléphone, sa voix rocailleuse comme le Mistral. Ensemble, nous avons exhumé des dossiers jaunis, l'autopsie originale, signée par un légiste ivrogne qui avait perdu le rapport pour une somme modique. Elisabeth avait payé, mais les traces numériques, emails effacés mais récupérables, menaient à son compte bancaire. Philippe a transmis à un procureur intègre, un basque au nom imprononçable, et l'enquête a démarré en sourdine. Elisabeth l'a su par son flair de renard. Une nuit, elle m'a confronté dans la bibliothèque, les lumières tamisées jetant des ombres comme dans un film de Clouseau. « Tu crois que tu peux me détruire, petite garce ? J'ai enterré ta mère, et ton père n'était qu'un pion. » Ces mots, crachés comme du venin, m'ont figé. Elle a ri, un ricanement guttural. Oui, j'ai accéléré son départ. Quelques pilules dans son café, et hop, veuve éplorée. J'ai sorti le revolver de mon père, caché dans le tiroir du bureau, un petit calibre nickelé qui luisait comme une promesse. « Pourquoi » ai-je murmuré. Elle a haussé les épaules. « L'argent, ma chérie. Et le pouvoir. Ton père était faible. Toi, tu es pire, une pleurnicheuse. » Je n'ai pas tiré. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai appelé Sophie, prétextant une crise. La jeune femme est arrivée en taxi, décoiffée, et a trouvé sa mère ligotée sur une chaise Louis XV, le canon contre sa tempe. « Choisis, ai-je dit calmement. Ta mère ou ton avenir. » Sophie a pleuré, supplié, puis trahi. « Laisse-la. Je témoignerai contre elle. Pour le testament, pour tout. » Elisabeth a hurlé. « Traîtresse. Je t'ai élevé mieux que ça. » Mais Sophie, les yeux secs maintenant, a sorti son téléphone. « J'enregistre tout. Ça vaudra des millions. » Le lendemain, l'article a éclaté. Meurtre au cœur de la parfumerie française. La belle-mère empoisonneuse. Elisabeth a été arrêtée au petit matin, menottée dans notre entrée, son peignoir de soie taché de larmes. Sophie a joué la fille éplorée à la télé, interviewée par France 2, je n'aurais jamais cru. Moi, en retrait, j'ai goûté la douceur amère de la justice. Mais la vengeance n'était pas assouvie. Car Sophie, cette vipère juvénile, complotait déjà son tour. J'ai vu les textos sur son portable oublié, message à Laurent l'avocat, promettant de me faire passer pour la grande coupable. Claire a tout orchestré. On partage. La tension montait, UAMU comme un ciel d'orage sur Montmartre. J'ai décidé d'accélérer. Invitant Sophie à un brunch au café de Flore, j'ai glissé dans son mimosa une dose de belladone, cueillie dans un jardin secret de Versailles, inodore, rapide. Elle a bu, ri à mes blagues sur Proust, puis s'est effondrée sur la terrasse, les convives hurlant autour de nous. À l'hôpital, on a parlé des overdoses accidentelles, son cœur ayant lâché sous le stress familial. Laurent, l'avocat, a claqué la porte de mon bureau. « Vous êtes un monstre. » J'ai souri. « Et vous, un opportuniste. » Libéré des deux, j'ai repris l'empire paternel, rebaptisé Duval Héritage, avec des fragrances inspirées de la trahison. Notes de bergamote amère et de patchouli sombre. Mais les nuits étaient hantées. Rêve où Elisabeth revenait, spectrale, murmurant « Tu es comme moi, Claire. Une tueuse. » Et Sophie, ricanant depuis l'au-delà. L'été a apporté une trêve illusoire, les Parisiens fuyant vers la Côte d'Azur, laissant la ville pantelante sous un soleil impitoyable. J'ai voyagé seul à Avignon, dormant dans un mas isolé au milieu des champs de lavande, cherchant l'absolution dans les vents secs du Luberon. Mais la culpabilité, cette compagne française par excellence, me talonnait comme un importun au Louvre. J'écrivais dans un carnet relié cuir « Ai-je tué ou libéré ?» Les pages se noircissaient de doutes, de justifications tirées de Stendhal ou de Camus, l'absurde de la vie justifiant l'absurde de la mort. Pourtant, au retour, une lettre anonyme m'attendait. « Tu n'as rien vu. Le vrai secret est plus profond. » Signé d'un paraphe élégant, elle. Laurent, l'avocat. Il avait fui après la mort de Sophie, mais pas assez loin. Je l'ai traqué via des contacts dans la police, le trouvant dans un bistrot miteux de Belleville, entouré d'immigrés maghrébins qui jouaient au domino. « Parlons », ai-je dit, glissant un billet de 100 € au patron. Dans une arrière-salle enfumée, il a craqué. Elisabeth n'était pas seule. Ton père. Il savait pour ta mère. Il a aidé à couvrir. Le monde a basculé. Mon roc, mon héros,
complice d'un meurtre. Les preuves, un chèque au légiste, daté de la nuit fatidique. Henri Duval, non pas victime, mais architecte du silence pour épouser sa maîtresse. La révélation m'a fracassé comme une vague sur les rochers d'Étretat. J'ai confronté les archives familiales, ces boîtes poussiéreuses dans le grenier, et trouvé les lettres. Ma chérie Elisabeth, ta jalousie envers Claire est touchante, mais ta solution est radicale. Je m'en charge. Il avait choisi l'amour adultère sur sa fille. La trahison ultime, celle du sang. J'ai pleuré, hurlé dans les combles, brisant un vase Ming hérité. Puis, la rage, une vengeance élargie, engloutissant les vivants et les morts. Elisabeth, en détention provisoire à la santé, m'a réclamé pour une visite. Assise derrière la vitre blindée, son visage émacié par la prison, rides creusées, cheveux grisâtres, elle a souri, triomphante. Tu sais, n'est-ce pas? Ton père m'aimait plus que ta mère ne l'a jamais fait. Il a tout orchestré pour moi. J'ai pressé le combiné, et Sophie. Elle a haussé les épaules, un accident de jeunesse. Elle posait trop de questions sur le yacht. Une autre mort? La belladone n'était que justice poétique. Tu vas pourrir ici, ai-je sifflé. Elle a ri. Et toi? La police fouille. Ton chocolat chaud. Des traces d'arsenic dans ta chambre. Le piège se refermait. Le procureur, alerté par des témoins anonymes, sans doute l'auront vendu pour de l'argent, ouvrait une enquête sur moi. Perquisition au Marais, mon ADN sur les tasses analysées. J'ai fui temporairement à Lyon, chez une cousine distante, complotant dans des cafés enfumés où les résistants d'antan ourdissaient des révoltes. Plan A. Discréditer Elisabeth plus loin. J'ai payé un tolard pour une confession fabriquée. Elle avait avoué le meurtre du yacht à un codétenu. Plan B. Éliminer Laurent. Mais le destin, ce farceur gaulois, a décidé autrement. Une nuit pluvieuse, alors que je rentrais à Paris en TGV, mon téléphone a sonné, numéro masqué. Claire Duval, c'est Sophie. Impossible. Sa voix, faible, entrecoupée. Je n'ai pas bu tout le mimosa. J'ai vomi dans les toilettes. Je suis vivante, en Suisse, avec un faux nom. Le twist, elle avait simulé, une actrice née, pour s'échapper avec l'argent volé, 1 million détourné de l'entreprise. Maman va payer, mais toi aussi. On se partage le gâteau, ou je balance tout aux flics. Négociation tendue, voix chuchotée dans le wagon vide. J'ai accepté, feignant l'alliance, mais jurant intérieurement sa perte. De retour, la presse s'emballait, l'héritière empoisonneuse, un thriller familial. Les débats à la télé, sur CNews, divisaient justice ou vengeance. Les féministes me défendaient, victimes de matriarches toxiques, tandis que les conservateurs hurlaient au scandale moral. J'ai donné une interview au Monde, larmoyante, je n'ai fait que protéger l'héritage de mon père. Mensonge pieux, savouré comme un calvaire. Laurent a frappé le premier, plainte pour tentative de meurtre sur Sophie, disparue mais présumée vivante. J'ai contre-attaqué, le faisant arrêter pour chantage, preuve plantée par mon détective. En cellule, il a craqué, révélant à la PJ le rôle de mon père. Le scandale a éclaté. Henri Duval, meurtrier par amour. Ma réputation en lambeaux, l'entreprise chancelante, action en bourse plongeant comme Icare. Pourtant, dans le chaos, une lueur, Elisabeth, isolée en tôle, suppliait un avocat pour un deal, témoigner contre moi en échange de réduction de peine. J'ai intercepté la lettre, la modifiant subtilement, ajouté des aveux sur Sophie. Envoyée, elle a scellé le sort de la veuve. Au procès, qui s'annonçait comme un feuilleton judiciaire à la manière de Dupont de Ligonnès, les masques tombaient. Le palais de justice de l'île de la Cité, ce vaisseau gothique ancré dans la Seine, a vu défiler les âmes damnées de la République depuis des siècles. Mon procès, non, le nôtre, car Elisabeth et moi étions co-accusés dans un imbroglio de meurtre en chaîne, s'est ouvert sous un ciel de plomb, novembre 2025, avec des manifestants dehors scandant « Justice pour les Duval » ou « Tueuse en cage ». J'étais en tailleur Chanel noir, cheveux relevés en chignon sévère, le visage un masque de dignité stoïque. Elisabeth, en orange carcéral, boitait jusqu'à la barre, son regard me transperçant comme une baïonnette. Le procureur, un jeune loup ambitieux du nom de Moreau, a peint le tableau. Une saga de trahison où l'héritière, Claire Duval, a orchestré l'empoisonnement de sa belle-mère pour venger un passé trouble, impliquant la mort suspecte de sa propre mère. Preuve, analyse toxicologique, témoignage de domestiques sur mes nuits agitées, et le revolver trouvé dans mon grenier, chargé, empreinte digitale fraîche. Elisabeth, dans sa défense, a retourné la veste, c'est elle. Elle a échangé les tasses pour me tuer, comme elle a tué ma Sophie.
Mensonge éhonté. Sophie, toujours tapie en Suisse, envoyait des mails codés. Attends mon signal. Je flippe les flics français. Les débats ont enflammé l'opinion. Sur X, ex-Twitter, Duval Revenge divisé. D'un côté, les Vengeurs. Claire est une icône, brisant le patriarcat toxique via les femmes. De l'autre, les Puritains. Meurtre gratuit, elle mérite la guillotine moderne. J'ai témoigné, voix chevrotante. Ma belle-mère a tué ma mère pour mon père. J'ai agi par légitime défense familiale. Larmes calculées, évoquant l'enfance volée, les parfums de jasmin fané. Le jury, 12 Parisiens ordinaires, mixtes de banlieusards et de bobos, a tiqué, certains hochant la tête, d'autres fronçant les sourcils. Twist au milieu du procès. Philippe, mon oncle, produit les lettres incriminantes de mon père. Henri Duval, complice premier. Le tribunal bourdonne, Elisabeth blêmit, réalisant que son amant posthume l'a trahi encore. Elle craque sur l'estrade, hurlant « Il m'a forcé ». C'était lui le cerveau, pour l'argent et le sexe. Aveu public, retransmis en direct sur BFM. Laurent, témoin clé, est assassiné dans sa cellule, suicide, dit-on, mais je sais, un contrat passé par Sophie, jalouse de son silence. Le chaos culmine au 10e jour. Sophie surgit, incognito, via vidéoconférence depuis Zurich, je suis vivante. Et j'accuse. Tout le monde. Elle déverse. Le yacht saboté par Elisabeth, mais financé par mon père. Le mimosa empoisonné, oui, mais qu'elle a anticipé grâce à un espion dans ma maison. Claire m'a trahi en premier, promettant une alliance puis complotant ma mort. Le jury divisé. Était-ce autodéfense en chaîne ou un cycle infernal de vipères? Moi, je contredis, elle ment pour l'héritage. Regardez les virements, 2 millions en crypto sur son compte. La presse s'emballe, édito dans le Figaro clamant « Un drame cornélien ». Qui est la victime? Des pétitions en ligne. 50 000 signatures pour ma libération, autant pour la perpétuité. Elisabeth, brisée, propose un pacte secret via son avocat. Laisse-moi plaider coupable pour ta mère. En échange, je te couvre pour le chocolat. Refus. Je veux sa chute totale. Cao-trao. Nuit avant le verdict, je reçois un paquet anonyme, pilule de ma mère, avec une note « Fais comme elle. Finis-le proprement. » Suicide suggéré? Non, un test. J'appelle Sophie. Reviens ou je balance tes comptes. Elle accepte, atterrissant à Orly sous escorte policière. Confrontation en salle d'interrogatoire. Elle, en jean et sweat, moi en robe de soie. Tu m'as toujours haï, Clairette. Pour ma jeunesse, mon corps, mon rire. J'admets. Et toi, pour mon nom, mon sang. Elle avoue le meurtre du yacht. Maman m'a forcé, j'avais 16 ans. Et je pardonne? Non. Je murmure à l'agent. Elle porte un micro. C'est de la provocation. Le verdict tombe sous la pluie battante. Elisabeth, perpétuité pour double meurtre, mère et mari premier. Moi, acquitté pour légitime défense morale, mais avec probation et thérapie. Sophie, inculpée pour fraude, extradée. La foule hurle dehors, héroïne ou assassin. Je sors, flash crépitant, monte en Mercedes blindée. Victoire ou damnation? Mais la tension persiste. Elisabeth, en cellule, jure vengeance, je sortirai, Claire. Et ton empire brûlera. Sophie, en préventive, envoie des roses noires, à la sœur que je n'ai jamais eue. L'acquittement m'a rendu riche, mais creuse. L'entreprise rebondit, fragrance, vengeance noire, best-seller mondial, avec des pubs où des femmes brunes aux yeux vers renversent des tasses fumantes. Paris me célèbre comme une anti-héroïne, dîner chez l'ami Louis où l'on trinque à ma résilience. Mais les nuits, seul dans le leaking size de mon père, je sens les fantômes, le gargouillis d'Elisabeth, le rire de Sophie, le dernier souffle de ma mère. J'ai engagé un psy, un Viennois expatrié qui dissèque mes rêves comme Freud disséquait les hystériques. C'est le surmoi français, Mademoiselle Duval. Honneur et culpabilité entrelacés. Un an passe, automne 2026, feuilles roussies sur les quais. Sophie est condamnée à 10 ans pour escroquerie, mais libérée sous caution, son fiancé banquier paie. Elle m'appelle, visite-moi à Genève. J'y vais, train de luxe, valise Louis Vuitton remplie de regrets. Dans un café au bord du lac Léman, elle est changée, cheveux courts, tatouage discret, une tasse fêlée. J'ai réfléchi. On pourrait recommencer. Alliance tardive, son regard trahi, à pas pour un nouveau coup. J'ai apporté du chocolat chaud, préparé maison, sans poison. À la famille, dis-je,
et nous buvons, riant de nos folies. Mais le vrai twist frappe comme la foudre sur la tour Eiffel. Elisabeth s'évade, corruption d'un gardien, hélico sur le toit de la Santé, direction l'Espagne. La traque nationale, alertes Amber, frontières fermées. Elle me contacte par burner phone, rendez-vous à Rome. Où je révèle tout, ton père n'était pas complice. C'était toi, enfant, qui a mis les pilules dans le café de ta mère. Par jalousie envers son amour pour lui. Mensonge? Non. Souvenir refoulé. 8 ans, voyant ma mère embrasser papa, glissant les somnifères volés dans sa tisane pour la faire dormir. Elisabeth avait couvert, pour lier mon père à elle par le secret. Le monde s'effondre. J'étais la première vipère. Sophie, au courant via des confessions volées, rit, on est toutes les mêmes. Fuite à Rome, où Elisabeth m'attend dans une villa vaticane, louée à un cardinal complice. Confrontation finale. Elle, armée d'un Beretta, moi désarmé. Finissons en, dit-elle. Toi ou moi. Je la désarme d'un coup de talon. Self-défense a prise en probation, et nous luttons, corps contre corps, sur le marbre froid. Elle murmure. Pardonne-moi. J'étais comme toi, trahi par mon propre père. Humanité fugitive. Les carabiniers arrivent, alertés par Sophie, double jeu final. Elisabeth abattue en fuyant, balle dans le dos. Résistance, dit le rapport. Moi, rapatriée héroïne, mais brisée. Sophie hérite de rien. Elle disparaît, peut-être au Brésil, avec un nouveau nom. Épilogue. Je vends l'entreprise, font une fondation pour victimes de familles toxiques, à Paris. Mariage discret avec un éditeur rencontré en thérapie, un homme aux yeux doux qui sent la vanille. Enfant en vue? Peut-être. Mais la nuit, je bois du chocolat chaud seul, hume en l'air, étrange, toujours. La vengeance a gagné, ou perdu. Les lecteurs jugeront, héroïne ou monstre. Dans l'ambiguïté française, c'est la vie. Fin.